Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord d'être présent aujourd'hui pour la présentation de l'appel à projet Fonds de lutte contre les addictions de 2026 et plus particulièrement pour la présentation de l'objectif B2 qui va concerner le déploiement de la démarche campus et école de santé sans tabac. Aujourd'hui, on vous propose une présentation. Alors, au départ, à trois voix, avec donc moi, Sacha Divry, donc chargée de mission à la mission d'appui Hauts-de-France Addiction, puis avec mes deux collègues, donc Diany Zarkon et Flavien Machin. Et puis ensuite, quand on aura terminé notre petite présentation, ben, on aura la chance d'avoir une présentation de deux projets déjà en cours et portés par donc l'un par le docteur Angara de l'UFR3S de pharmacie et l'autre par le professeur Karine Galopin-Morvan de l'EHESP de Rennes. Voilà. Donc l'objectif ce midi, ça va être de vous présenter l'appel à projet, les attendus, les publics concernés, les ressources et accompagnements disponibles pour vous aider à construire votre projet. Juste avant de rentrer dans les détails, je vais vous parler un petit peu de Hauts-de-France Addiction. Donc cette association est engagée sur la thématique du tabac depuis plus de 30 ans. Elle est porteuse de grands projets. Elle est ambassadeur du mois sans tabac pour la région. Elle soutient, accompagne et aide les structures luttant contre le tabagisme dans la réflexion, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs projets. Elle se divise en plusieurs pôles. Donc on a le pôle formation, jeunesse, communication, la mission d'appui, le pôle intervention et le pôle direction. Donc l'association va mettre aussi en place des formations afin de développer les compétences des professionnels de la santé, du social et du médico-social, et aussi du milieu associatif. Donc au niveau des exemples de formation, on a des formations femmes enceintes et tabac, gestion des émotions, grossesse et tabac, et toutes sortes. Voilà, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Merci. La mission d'appui, en fait, c'est une mission d'appui à la stratégie régionale de réduction du tabagisme. Donc, ça s'appelle S2RT. Donc, on est une équipe dédiée pour assurer la coordination et l'animation de la stratégie, en lien notamment régulier avec l'ARS. On est là aussi pour soutenir le déploiement de la démarche lieu de santé sans tabac en région, en lien avec le RESPAD. Puis aussi encourager les échanges de pratiques entre les professionnels pour des dynamiques territoriales et régionales, puis outiller et accompagner les professionnels en région. Alors sur notre site internet, vous pouvez, donc ici il y a le QR code, vous pouvez retrouver directement les pages concernées et vous pouvez retrouver des documentaires, des webinaires, les midinales. D'ailleurs, cette midinale est enregistrée et sera en replay sur notre site internet. Il y a aussi des boîtes à outils et puis toutes sortes d'articles qui concernent le tabac. Ensuite, ici sur cette diapositive, vous pouvez avoir un aperçu du site internet de la mission d'appui. Il est structuré en plusieurs espaces. Donc, il y a, vous pouvez voir sur la gauche un espace actualité où on essaye régulièrement de faire des articles, etc., en faisant des veilles et pouvoir vous proposer des choses à jour et récents. Et il y a aussi l'espace grand public et puis un espace professionnel. Donc, l'objectif, c'est de permettre à chacun de retrouver facilement les ressources qui leur correspondent et dont ils ont besoin. En fait, c'est assez adapté. Et puis, dans la partie actualité, voilà, on essaye de relayer aussi tous les événements qui se produisent. En plus de nos outils, on a aussi la chance d'avoir pu mettre en œuvre des boîtes à outils en fait et de proposer des boîtes à outils. Donc sur cette diapositive, vous pouvez trouver la boîte à outils adaptée à la démarche lieu de santé sans tabac aux ESMS en addictologie, la boîte à outils maternité et puis aussi la boîte à outils campus et école de santé sans tabac. Donc l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et de vous permettre de partir sur des supports déjà construits pour ensuite pouvoir adapter dans votre établissement. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de l'appel à projet. Merci. Alors pour l'appel à projet dans la région, la publication de cet appel à projet par l'ARS a été faite le 25 mars et la date limite de dépôt des projets est le 22 mai à midi. Au niveau de la communication des résultats, elle se fera fin juillet ou sur le mois d'août. On vous a remis ici le lien sur le site de l'ARS où vous trouverez le cahier des charges complet de l'appel à projet.
Donc aujourd'hui, on est sur l'axe 1 qui est encourager et accompagner les fumeurs pour aller vers le sevrage, et plus précisément l'objectif B2 qui est le déploiement de la démarche Campus sans tabac. Au niveau des objectifs de ce type de projet, c'est tout simplement soutenir les projets qui visent à prévenir, repérer et prendre en charge la réduction du tabagisme auprès des étudiants, notamment par des projets de lutte contre le tabagisme. Une priorité est donnée aux lieux de formation des étudiants en santé, qui sont les futurs prescripteurs des traitements de substituts nicotiniques, afin que ceux-ci deviennent des campus sans tabac ou des écoles de santé sans tabac. Donc ce type de projet-là cherche à améliorer la santé des étudiants et du personnel en repérant systématiquement et en proposant un accompagnement vers l'arrêt du tabac. C'est organiser les espaces extérieurs des établissements afin de favoriser la non-exposition au tabac. C'est aussi mener des actions de prévention et de communication en s'appuyant sur la mise en place d'étudiants relais en santé et développer des compétences des professionnels de santé de demain. Au niveau des territoires, donc la démarche campus et école de santé sans tabac a pour vocation à se développer sur l'ensemble de la région, mais des territoires sont dits prioritaires. Notamment au niveau du Pas-de-Calais, on a Lens-et-Nain. Au département du Nord, on a Valenciennes, Roubaix, Tourcoing et Lille. Pour l'Oise, on a Clermont et pour l'Aisne, on a Lens. Donc les établissements concernés pour ce type de projet, c'est tous les établissements universitaires, les écoles supérieures, les centres de santé universitaires et les services universitaires de santé étudiante. Et une priorité est bien sûr portée sur les écoles de santé. Donc le public prioritaire, c'est toutes les professions autorisées à prescrire et à délivrer des TSN, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinés, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens. Au niveau des indicateurs d'efficacité sur ce type de projet, on retrouve le taux de repérage annuel du statut tabagique des étudiants, la prévalence tabagique annuelle du personnel, la quantité annuelle de prescription de substituts nicotiniques et la prévalence tabagique annuelle des étudiants. Et on rappelle que nous, la mission d'appui à Hauts-de-France Addiction est là pour vous accompagner dès l'écriture du projet. Côté critères de financement, l'ARS soutient les projets à minimum de 50 000 €. Une présentation détaillée des dépenses matérielles sera demandée. Par exemple, au niveau des cendriers, si vous voulez mettre 5 cendriers, il faudra mettre 5 unités qui valent chacun 250 € et ça fait un total de 1250. Pour les supports de com, on demande le type de communication. Par exemple, les flyers, on va demander 500 €, les affiches 250. Et pour les abris fumeurs, on va demander aussi une précision, combien, le prix d'un abri et le total. Au niveau des précisions apportées, il faut le nombre d'abris, la superficie de chaque abri, le nombre d'agents en ETP et le nombre d'étudiants. Au niveau des encadrements des dépenses, s'il y a du temps IDE, c'est 57 000 € maximum par an. Et au niveau des cendriers, on est sur 300 € maximum. Et pour les abris fumeurs, ils ne doivent pas dépasser 30% du budget total du projet. Et l'appel à projet prend en charge 40% des abris et ça sera sur fonds propres sur 60%. Et on rappelle que l'appel à projet est un projet pluriannuel. Les crédits sont octroyés par l'ARS en soutien financier à l'appel de projet Fonds de lutte contre les addictions et sont des finances dites d'amorçage de projet. Il y a un objectif de pérennisation après ces 3 ans de projet. Là, on voulait vous faire un petit retour sur où on en était dans la région. Actuellement, on a 33 établissements de l'enseignement supérieur qui sont entrés dans une démarche campus ou école de santé sans tabac. Et dans ces 33 établissements, il y en a 17 qui forment des futurs prescripteurs de santé dans la région. Donc, on a actuellement 67% des facultés de médecine, donc il en manque qu'une seule. On a 100% des facultés de pharma, on a 100% des facultés d'odontologie. Et où on a encore, mais il y a plus d'établissements, donc c'est logique que ça soit plus long. On n'est qu'à 25% pour les instituts de formation en masseur kinésithérapeute et 23% pour les IFSI. Pour résumer, en clair, mais ça va vous être expliqué par la suite par Karine et par Anne, mais être un campus ou une école de santé sans tabac, ça va consister pour chaque établissement vraiment à s'inscrire dans une stratégie de lutte contre le tabac, en débanalisant le tabac, en communiquant, en aménageant les espaces, en développant aussi une prise en charge des étudiants qui sont fumeurs, de proposer aussi au personnel une prise en charge
qu'ils soient internes ou externes. Après, ça dépendra des établissements et de la taille de l'établissement surtout. Et en formant l'ensemble de ses étudiants et de son personnel sur la thématique tabac. Et on voulait rappeler qu'un campus ou une école de santé sans tabac, c'est pas un lieu de santé, ou un lieu d'enseignement sans fumeur, mais plutôt un lieu où on va débanaliser la consommation de tabac et promouvoir l'arrêt sans stigmatiser les fumeurs. Actuellement, pour faire une petite mise en échelle de où vous en êtes dans la démarche, actuellement vous êtes dans la réalisation de l'état des lieux ou la consultation de vos partenaires, et avec l'appel à projet, ça va vous permettre de vous inscrire dans la démarche en obtenant un financement par le Fonds de lutte contre les addictions de l'ARS Hauts-de-France. Et une fois que vous serez inscrit dans la démarche, vous aurez 3 ans pour mettre en place votre stratégie et ensuite aller vers plutôt un rayonnement sur le territoire et une pérennisation de la démarche. On voulait rappeler également que il faut réaliser une évaluation de sa démarche, et cette évaluation doit être faite tout au long du projet et être réfléchie dès le début de votre projet. Donc tout à l'heure, Sacha vous parlait de la boîte à outils Campus École de Santé sans Tabac. Elle n'est pas encore disponible, mais elle le sera bientôt. On est sur la dernière relecture actuellement. Donc de toute façon, dès qu'elle sera publiée et que vous pourrez en commander des exemplaires papier, on vous le fera savoir. En termes d'outils disponibles, il y a bien sûr le guide Campus sans tabac de l'EHESP que Karine porte à l'EHESP, qui est disponible sur campussanstabac.ehesp.fr, mais elle va vous en reparler par la suite. Et n'hésitez pas à consulter ce site-là, il est vraiment très très bien fait. Pour vos professionnels, il y a des formations qui sont disponibles dans la région avec différents organismes de formation. On a par exemple l'Association Addiction France, Fédération Addiction, Hauts-de-France Addiction, le RESPAD, qui permettent de former au RPIB, etc. En région. Sinon, vous avez aussi des formations qui sont plutôt diplômantes, qui peuvent être utiles pour les services de santé étudiants ou des choses comme ça, avec des DU, tabacologie et de sevrage, ou alors des DU en addictologie. Là, on voulait finir par vous faire un peu une vision de comment ça se passe si vous êtes financé. Donc actuellement, vous êtes dans la partie lancement de projet avec l'ouverture de l'appel à projet, la clôture et la remise des résultats. Si vous êtes financé, il y aura un démarrage qui sera vers septembre ou octobre. Et ensuite, chaque année, de l'appel à projet, du projet que si vous êtes financé, vous allez avoir un bilan intermédiaire à rendre à chaque fois en décembre. Et en parallèle, pendant les années, on va nous vous contacter pour prendre rendez-vous et faire des rendez-vous d'accompagnement. C'est vraiment vous accompagner, vous aider dans la mise en place de votre projet et vous aider en participant également aux COPIL si vous avez besoin d'aide pour les organiser également. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et en parallèle, on va aussi collecter les indicateurs que vous avez mis dans votre projet et ceux que Flavien a pu vous montrer tout à l'heure, les indicateurs de l'ARS. On essaye de le faire 2 fois par an avec une fois qui sera dans le bilan intermédiaire. Et en fin de convention, donc tous ces échanges sont directement avec la mission d'appui, avec nous à Hauts-de-France Addiction. Et il y aura juste le bilan final que vous devez rendre à la fin du projet qui est directement envoyé à l'ARS Hauts-de-France. Donc on a fait plusieurs midinales cette semaine et la semaine dernière sur l'appel à projet. Il nous en reste encore une pour l'objectif C2 qui va avoir lieu demain entre midi et 13h. Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à vous inscrire. Et enfin, on voulait terminer en vous présentant une midinale qu'on a fait l'année passée sur la stratégie d'évaluation de projet. Elle est disponible en replay sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet. Donc merci à tous. Je vais laisser la parole à qui veut commencer entre Anne et Karine, peu importe. Je te laisse commencer, Anne. Il faut laisser la parole à Karine. Karine, bon, vas-y. Je laisse la parole à Karine. Alors, du coup, je partage, je pense... Si tu veux, ouais, ce sera plus simple pour toi. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ils sont en train de charger. Là, il est en train de charger, mais et je le mets en... Alors,
l'envoi de ton PowerPoint, mais c'est pas Ouais. en plein écran. Mince. Ça pourrait être intéressant. Normalement, ça devrait être bon. Je suis plus habituée à Teams maintenant qu'à Zoom. Ouais, c'est bon, on voit bien. Nickel. Bon, bah écoutez, bah, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à Outrance Addiction pour leur invitation. Donc moi, je suis professeure des universités à l'école des hautes études en santé publique et j'ai un projet autour du développement et du déploiement des campus sans tabac en France. Je porte ce projet depuis quelques années maintenant. Et l'objectif ici, alors je vais pas être très longue, mais n'hésitez pas à me recontacter si vous en avez besoin, hein, c'est de vous présenter ce qu'on propose hein, pour aider les lieux d'enseignement supérieur à déployer leur campus sans tabac et quelques pistes aussi. Alors après, il y a toujours une dimension subjective, bien sûr, dans l'évaluation des projets, mais quelques pistes pour optimiser vos chances d'obtenir un financement sur l'appel à projet dont vient de parler Hauts-de-France Addiction. Voilà, donc le projet que je porte est cofinancé par différents acteurs dont vous pouvez voir ici les logos. Alors, comme je vous le disais, hein, l'objectif de la présentation, c'est bah, de vous aider le plus possible à rédiger votre projet, de vous présenter la démarche Campus sans tabac, qui est une démarche connue, validée par le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et également les ARS. Alors, enfin, entre guillemets, pas toutes, mais parce qu'il y a certaines ARS qui s'impliquent plus ou moins dans ces dispositifs, mais par contre, votre ARS fait partie des ARS qui s'impliquent beaucoup. Donc, ils soutiennent la démarche Campus sans tabac. Et aussi, bah, toujours pour vous aider à rédiger votre projet, je vais vous donner des chiffres que bah, n'hésitez pas à les récupérer dans des éléments de contexte pour expliquer pourquoi vous voulez mettre en place un campus sans tabac. Je vais vous donner quelques chiffres sur le fait que ce sont des dispositifs efficaces pour faire évoluer le tabagisme et dénormaliser le tabac. Voilà. Donc quelques éléments de contexte de définition et les facteurs clés d'efficacité pour lancer votre campus sans tabac. Bon, quelques chiffres, hein, vous les connaissez peut-être, mais n'hésitez pas à resituer le contexte avec ces chiffres bah, sur la tranche d'âge qui nous intéresse et le profil des étudiants qui nous intéresse, en sachant que c'est important de mentionner c'est sûr que ça a beaucoup baissé le tabagisme des jeunes et on peut se dire bon 16% parmi les étudiants c'est pas si énorme. Bon en fait tout est relatif hein. Dans les pays qui sont bien plus en avance que nous sur le tabac, on est à des niveaux de prévalence sur les jeunes bien inférieurs à 5%. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on est à peu près à 1% des jeunes ou 0,5% des jeunes hein, de 17-18 ans qui fument. Donc on a encore beaucoup de travail et dans le contexte de la réduction du tabac parmi ces jeunes, bah, ne pas hésiter non plus à rappeler que les campus sans tabac ou les lieux sans tabac sont des recommandations de l'OMS et également du plan national de lutte contre le tabac. Donc ça peut faire partie de vos éléments de contexte, hein. On a vraiment un soutien extrêmement important du ministère de la Santé sur le déploiement des campus sans tabac en France. Alors, de quoi on parle quand on parle d'un campus sans tabac? Alors, pour nous, nous, on s'appuie beaucoup sur la littérature scientifique, évidemment, on est des chercheurs, et aussi sur l'expérience de l'École des hautes études en santé publique et l'expérience d'autres lieux universitaires qu'on peut voir. Donc c'est un lieu d'enseignement supérieur où il est interdit de fumer et de vapoter sur l'ensemble du campus. Donc évidemment à l'intérieur, mais ça fait longtemps que c'est le cas, mais aussi donc la nouveauté c'est à l'extérieur. Et en fait, alors ça c'est la règle sur l'interdiction, mais évidemment un campus sans tabac ne s'arrête pas là. Donc Gianni vous en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vraiment extrêmement important d'accompagner cette interdiction d'un certain nombre de mesures dont je vais vous parler rapidement là, parce qu'en fait, on sait que les campus sans tabac sont efficaces, au sens où je viens de le définir, mais sous réserve qu'il y ait de l'accompagnement à cette interdiction. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus sur la littérature scientifique, sur l'efficacité des campus sans tabac et puis les composantes, n'hésitez pas à regarder. Alors je vous ai mis, hein, on pourra vous rediffuser, bien sûr, vous diffuser ces diapos. Je vous ai mis des références bibliographiques qui montrent un peu l'impact et l'efficacité de ces dispositifs.
Donc en fait, quand je dis efficace, dans la littérature, et nous on l'a vu aussi alors sur certains items autour de l'initiative de l'École des hautes études en santé publique, ça protège de l'initiation au tabagisme des jeunes, ça encourage les fumeurs, à la fois vos étudiants et votre personnel à arrêter de fumer et à diminuer, mais l'objectif c'est quand même que les gens arrêtent de fumer. Ça réduit l'exposition à la fumée secondaire, en particulier à l'entrée des bâtiments. Ça protège l'environnement puisque on a une pollution bien moindre. Alors au niveau du tabac, c'est sûr, enfin de la fumée, pardon, et des aérosols, mais aussi au niveau des déchets, hein, puisque les mégots sont beaucoup moins présents sur le sol et jetés par terre. Ça permet aussi, étant donné notre posture de lieu d'enseignement supérieur, d'avoir une posture d'exemplarité. En lien avec les mégots qui sont moins jetés partout, de réduire les coûts de nettoyage et les risques d'incendie. Et puis, en termes de, comme pour le coup, pour les autres lieux, les lieux sans tabac, ça aide à dénormaliser le tabac dans la société. Alors, pour obtenir ces différents effets, c'est vraiment important de considérer que l'interdiction doit s'accompagner d'un certain nombre de choses, dont évidemment l'information et de la com, hein, pour expliquer aux gens, à vos usagers, pourquoi vous faites ça. Donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il faudra vraiment prévoir une dimension de communication, ne serait-ce que par la signalétique, mais aussi peut-être l'organisation d'événements, de stands ou autres, en tout cas au début. De la mise en place du dispositif. Ça passe aussi par l'accompagnement des fumeurs vers l'arrêt. C'est vraiment extrêmement important que les fumeurs sur leur site gratuitement et à des heures convenables pour tout le monde puissent être aidés par des experts ou des gens qui sont formés pour accompagner les fumeurs dans l'arrêt du tabac. Et puis ça passe aussi par l'évaluation parce que l'évaluation va vous aider à adapter le dispositif selon ce que vous trouvez en termes de résultats. Nous, je sais qu'on fait des évaluations très régulières à l'École des hautes études en santé publique et ça nous permet du coup vraiment d'adapter, d'ajuster et d'améliorer le dispositif au fur et à mesure des années. Donc le nôtre est en place depuis 2018. Alors, je vais pas lire ça, mais ça fait partie aussi des arguments que vous pouvez mobiliser. Le fait de tendre vers un lieu d'enseignement supérieur ou une université promotrice de santé, ça c'est une dimension qui est très très mise en avant par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc même pour vous, ça peut vous servir après pour lever d'autres fonds au-delà des campus sans tabac pour développer des universités promotrices de santé. Par exemple, là, il y a des universités qui ont déposé des projets sur ce sujet au niveau de France Université et qui vont donc obtenir des financements complémentaires. Complémentaires pour celles en tout cas qui ont déjà eu des financements pour Campus sans tabac pour développer d'autres initiatives en plus de Campus sans tabac. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de cette idée aussi pour dire voilà, c'est la première étape ou c'est une étape complémentaire à ce qu'on fait déjà pour que notre université devienne promotrice de santé et à vous appuyer sur la charte d'Okanagan qui est donc le guide pour les lieux d'enseignement supérieur afin d'améliorer la santé et le bien-être des étudiants dans leur milieu. Alors, les campus sans tabac sont comparativement à d'autres pays assez peu développés, mais même s'il y a des gens très dynamiques qui sont présents aujourd'hui, par exemple, qui veulent les développer, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est probablement pas à jour, hein, ça doit être une base qui date d'il y a un mois, donc il faudrait qu'on la mette à jour. Je vois notamment quand je vois 33 là dans les Hauts-de-France, donc je pense qu'on est carrément pas à jour. Il y a eu des progrès de fait depuis. Donc on estime qu'il y a environ une quarantaine de lieux d'enseignement supérieur en France aujourd'hui. Alors soit qui sont passés déjà campus sans tabac, ça doit représenter un peu moins de 10, ou soit qui sont en cours de passer campus sans tabac, ils ont eu des financements, ils ont mis en place la démarche, hein, parce qu'il faut savoir que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein. Il faut vraiment prévoir entre 2 et 3 ans pour que la démarche débouche sur un campus où il est interdit de fumer. Voilà, donc on estime qu'il y a environ 50 campus en tabac et je vous invite vraiment à déposer un projet pour rester leader, hein. Vous voyez, vous êtes vraiment de loin les leaders dans ce domaine en Hauts-de-France. Malheureusement, la Bretagne avait bien commencé, mais là, l'ARS s'est un peu désengagée de tout ça. Donc malheureusement, on va perdre probablement notre place de leadership de ces dernières années, mais c'est pas grave, hein, tant pis, donnez l'exemple avec les Hauts-de-France. Alors, juste deux diapos pour vous donner des billes aussi et convaincre
En interne aussi, peut-être plus que... Bon, l'ARS Hauts-de-France est déjà convaincu hein, de l'intérêt de la démarche s'ils mettent de l'argent pour accompagner les campus en tabac, mais en interne, ça peut être important pour vous d'avoir des chiffres pour convaincre en interne. Donc ça, c'est des chiffres qui sont publiés, donc vous pourrez les récupérer hein, dans la liste des publications que je vous mettrai à la fin. Mais donc, comme je vous le disais, nous, on a mis en place à l'École des hautes études en santé publique à Rennes un campus sans tabac depuis 2018 et j'ai eu la chance d'avoir des financements et donc des doctorants pour évaluer la démarche, ce qui nous a permis donc de constater alors, bah, déjà un très 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 haut niveau de soutien, comme vous le voyez, hein, puisque sur les enquêtes réalisées depuis 2018 auprès de nos étudiants, on a 96,17% des étudiants qui sont favorables au campus en tabac dont plus de 91% des fumeurs. Donc ça, c'est vraiment important de rappeler que on est vraiment sur des populations et sur des contextes où où les étudiants sont très favorables au dispositif. Alors c'est parfois un peu plus compliqué pour les salariés, notamment avant la mise en place de la démarche. On voit qu'une fois que la démarche est mise en place, on a des taux d'adhésion qui augmentent. Mais ça peut-être que Anne pourra plus en parler que nous, parce que moi, à l'époque, en 2000, du coup, 16-2017, on n'avait pas vraiment fait beaucoup d'enquêtes hein, sur l'ensemble des usagers. On n'avait pas de financement à l'époque, donc c'était un petit peu en mode ad hoc. On avait trouvé quand même qu'il y avait une majorité de nos salariés, mais l'échantillon était assez petit avant la mise en place du campus en tabac qui était favorable. Mais pas à ce niveau-là. On devait être à peu près à 60%. Voilà. Donc soyez pas étonnés si les chiffres d'adhésion dans vos enquêtes au départ sont plus faibles sur les salariés que sur les étudiants. C'est aussi lié au fait hein, qu'il y a plus de jeunes qui sont enfin, qui fument plus hein, comparativement aux plus âgés. Mais du coup, d'où l'importance de bien communiquer et de bien expliquer pourquoi on fait ça et d'engager des salariés dans le dispositif hein, et en particulier des salariés fumeurs. Voilà, alors sur l'impact sur les comportements, on a des enquêtes plus restreintes en termes de nombre parce qu'on a fait du début de formation versus en fin de formation. Donc, il faut récupérer des étudiants. Hein, quand ils partent dans la nature, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on a pu trouver, c'est qu'il y avait 40,3% des non-fumeurs hein, interrogés à la fin de leur formation à l'EHESP qui nous disaient que le campus sans tabac les avait soit aidés à arrêter de fumer, soit aidés à rester non-fumeurs. Et sur ceux qu'on a interrogés en fin de cursus et qui étaient encore fumeurs, ils nous ont dit que pour 36,8% d'entre eux, ils ont essayé de diminuer, enfin ils ont diminué, pardon, et 23,5% ont essayé d'arrêter, et que le campus en tabac avait favorisé cet engagement dans l'arrêt et la diminution du tabagisme. Donc voilà pour les chiffres qu'on trouve sur les comportements de nos usagers et nos étudiants. Alors, très vite, parce que vous pourrez le regarder vous-même, hein, mais nous, ce qu'on vous propose, basé bien sûr sur l'expérience de l'EHESP et sur la littérature scientifique, c'est d'avoir différentes étapes pour déployer vos campus sans tabac que vous retrouverez sur le site qui a été mentionné tout à l'heure, en partant de la réflexion, de la préparation, du déploiement à la mise en place d'un campus sans tabac pérenne. Pour ça, vous avez, au-delà des infos générales, 16 fiches pratiques qui vous accompagnent autour des arguments, du budget, le respect, etc. On va en rajouter d'autres au fur et à mesure des prochains mois, là, notamment sur le vapotage, des outils pour l'évaluation, enfin les questionnaires qui sont pas encore disponibles. Vous avez également des vidéos témoignages d'associations, de lieux d'enseignement supérieur qui se sont engagés. Non, de Anne aussi qui nous a fait le plaisir d'intervenir dans ces différents acteurs et vidéos témoignages. Et je voulais terminer rapidement sur quelques conseils pour optimiser vos chances d'obtenir un financement au niveau de l'ARS Hauts-de-France. Alors ça fait un peu liste à l'après-vert, mais je pense que c'est vraiment, pour optimiser vos chances, c'est vraiment important de vous assurer, et déjà aussi pour vous, pour le succès de votre campus en tabac, de l'engagement de votre direction. Si toutefois votre direction est pas très motivée, bon ben ça sert, enfin très honnêtement ça sert pas à grand chose d'y aller parce que vous allez vous retrouver coincé assez vite, même si vous avez des financements. Donc ce serait vraiment bien de pouvoir mettre en annexe de votre projet une lettre hein, signée de votre direction comme quoi il s'engage à mettre du temps, une partie des financements si besoin, pour déployer vraiment la démarche et faire en sorte qu'elle arrive à son terme.
Je vous conseille aussi, alors après vous faites, c'est pas, moi j'ai pas de, je touche rien en termes de royalties hein, si vous le mettez, hein, mais vous encourage vraiment à dire que vous vous inscrivez dans la démarche Campus en tabac portée par le HESP parce que c'est vraiment encore une fois une démarche soutenue au niveau national. Bien prévoir dans votre budget des aides à l'arrêt, enfin un dispositif d'aide à l'arrêt et les ambassadeurs. Hein, attention au respect du campus en tabac, je pense que les ARS sont vraiment très très sensibles à ces aspects-là. En fait, les histoires d'abri, bah, vous pouvez aussi en prévoir bien sûr, mais en tout cas dans la littérature scientifique, on voit pas forcément que c'est une obligation. Donc, et je sais que alors c'est plus dans le sud, mais je sais qu'il y a des lieux d'enseignement supérieur qui vont sans abri. Ça va dépendre aussi de votre configuration ou autre. Donc, les abris, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est pas forcément une nécessité. C'est souvent des choses qu'on va utiliser pour réduire les freins et les réticences à l'adoption des campus sans tabac que vous trouverez hein, forcément dans vos enquêtes, mais c'est pas une nécessité. Bien prévoir des enquêtes en année 1, hein, je crois que ça, les ARS sont convaincus que c'est important de préparer le dispositif, de le mettre aussi dans l'idéal dans le règlement intérieur, donc n'hésitez pas non plus à tâter le terrain auprès de votre direction pour voir si c'est possible ou de votre université. Moi, je vous conseille vraiment, sur la base de notre expérience et de la littérature, de privilégier une interaction fumée, mais aussi de vapoter, à l'intérieur et à l'extérieur, bien sûr. Déjà de réfléchir, parce que ça peut convaincre, de montrer que vous êtes un petit peu avancé aussi, de prévoir de réfléchir aux membres de votre copile et de les inscrire dans votre projet, hein, à la fois évidemment des membres en interne. Vous avez une fiche hein, sur le site Campus en Tabac pour vous aider à construire votre copile, donc n'hésitez pas, puis aussi des acteurs externes qui sont experts sur les sujets, de prévoir aussi une évaluation, et donc ça s'intègre aussi dans votre budget. Les ARS sont sensibles à la dimension évaluation. De bien réfléchir à votre budget, est-ce que vous avez besoin ou pas d'un chargé de projet. Vous avez une fiche aussi sur votre budget, sur les budgets à prévoir pour bien lister les différents postes sur le site Campus en Tabac. Euh, Pas prévoir de recyclage des mégots. Vous avez des entreprises qui sont extrêmement agressifs pardon, autour de ça, mais aujourd'hui, il n'y a absolument aucune preuve que le recyclage des mégots est quelque chose de positif. Donc là, par exemple, au niveau des ARS Hauts-de-France, ils suivent ces recommandations, ils vont pas vous financer ça, parce qu'en plus, ça coûte de l'argent. Et je vais passer juste vous montrer, mais ne pas hésiter non plus à dire que vous pouvez économiser un peu d'argent sur la communication, parce qu'on vous met à disposition, si vous le souhaitez, hein, c'est pas du tout une obligation, le logo Campus en tabac et quelques outils de com. Donc juste le budget, n'hésitez pas à regarder sur la fiche Campus en tabac les différentes catégories de dépenses à prévoir. Et vous avez aussi un exemple de budget de l'HESP avec la taille de notre structure, etc. Mais il ne faut pas hésiter à demander aussi à Outrance Addiction, hein, ils pourraient vous renseigner sur les coûts de certaines choses, notamment peut-être des abris. Les enquêtes préalables hein, avant de lancer votre campus en tabac, bah, tout ça c'est disponible, donc n'hésitez pas à dire que voilà, vous vous inspirez de ces outils, ça c'est disponible sur le site de manière très détaillée. Donc si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, on n'a pas le temps, mais sur le problème du recyclage, il y a une vidéo qui vous explique pourquoi il est déconseillé de ne pas recycler les mégots sur le site internet. La question du respect, également, vous avez une fiche qui vous aide à réfléchir aux stratégies de respect du campus en tabac qui passe entre autres par le déploiement d'ambassadeurs hein, et le recrutement d'ambassadeurs étudiants. Et puis, comme je vous le disais, on peut mettre à votre disposition, sous certaines conditions, mais à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir vers moi à ce moment-là, des outils de com qu'on a conçus, alors à la fois le logo, mais aussi des fiches, des flyers, une affiche, voilà, comme ça peut vous économiser un peu d'argent. Et puis bah, l'évaluation, on a une rubrique évaluation où vous pourrez réfléchir à certains indicateurs ou en tout cas dire que vous allez envisager une démarche d'évaluation. Et comme je vous le disais, les questionnaires seront disponibles d'ici un an, c'est clair, hein, des questionnaires un peu comme pour les enquêtes exploratoires. Donc d'ici là, enfin, d'ici l'évaluation de votre campus en tabac, vous aurez des outils qui seront à votre disposition. Voilà un peu. Alors là, on a ouvert une page LinkedIn Campus en tabac. Elle n'est pas encore vraiment active parce qu'on a eu plusieurs choses à mettre en place. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, bah, dès on l'alimentera, vous aurez des infos sur les campus en tabac, les nouveaux campus en tabac, les pistes pour vous aider à mettre en place votre campus en tabac, etc., etc. Et puis des partages d'expériences sur cette page LinkedIn.
Voilà, et puis nos publications, si vous souhaitez les citer dans votre document, dans votre projet à destination de l'ARS. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je suis disponible pour vos questions. Merci à toi. On va laisser la main à Anne. Alors, merci beaucoup. Hop. Ah, alors, toc. Ça vient, ça vient. Hop, hop et hop. Alors, est-ce que vous avez le plein écran là? Non, on n'a pas le plein écran. Ah, là, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Bon, alors, merci beaucoup aux Transaddiction de m'avoir invité à présenter le campus en tabac qu'on a mis en place au sein de la faculté de pharmacie et qu'on est en train de déployer au niveau de l'ensemble de l'UFR 3S. Alors moi, je suis Anne Gara, je suis pharmacien, maître de conférences en toxicologie et santé publique au sein de la faculté de pharmacie de l'Université de Lille et je suis également praticien hospitalier, toxicologue au Centre antipoison des Hauts-de-France. On a initié la démarche Campus sans tabac au niveau de la faculté de pharmacie en 2022. C'est l'année pendant laquelle on a été financé par l'ARS des Hauts-de-France pour ce déploiement. Le projet a plutôt bien marché et il avait été initialement présenté comme projet pilote pour un futur déploiement au niveau de l'ensemble de l'UFR 3S. Donc ça intègre la faculté de pharmacie, mais également la faculté de médecine, la faculté d'odontologie, l'école ILIS d'ingénierie en santé et également la faculté des sciences des sports. Donc là maintenant, le campus sans tabac au niveau de Lille est en train de concerner 23 000 étudiants et 1500 personnels. Donc moi ce que je vais vous présenter, et ça vient complètement illustrer en fait ce que Karine vient de nous présenter. Donc voilà, donc c'est essentiellement une illustration par la faculté de pharmacie et qu'on essaye de transposer aux autres départements. Donc comme Karine l'avait dit, c'est effectivement la lutte contre le tabagisme actif, hein, la mise en place d'un campus sans tabac. Et alors le mot lutte est un peu fort, mais on est vraiment dans l'idée d'accompagner au mieux les fumeurs. Surtout pas de stigmatisation, surtout pas d'injonction à arrêter de fumer, surtout pas de menaces par la peur. On est là, on se manifeste, on communique sur le fait d'avoir mis en place des consultations d'accompagnement vers le sevrage. On insiste bien sur le fait que ces consultations ont été mises en place dans le strict respect du secret médical, avec dès le départ un accompagnement par le délégué à la protection des données de l'université. Parce que ça peut faire un petit peu peur, notamment au personnel qui pourrait se dire, voilà, je consulte dans le cadre d'un projet et peut-être que mes données médicales ne seront pas protégées. Non, non, c'est pas le cas. Tout est fait. Et ça, c'est important vraiment de rassurer. Alors, pour nous, les personnels et les étudiants à ce niveau-là. Donc, l'accompagnement vers le sevrage. C'est aussi la mise en place d'actions de sensibilisation avec des stands d'information qui sont devenus maintenant quasiment systématiques à chaque fois qu'il y a une manifestation au niveau de la pharmacie et ça commence à venir au niveau du FR3S, on est sollicité pour tenir un stand. Donc les stands sont tenus par nos ambassadeurs étudiants avec quasiment tout le temps un personnel infirmier tabacologue pour accompagner des étudiants et pour aussi éventuellement faire ce qu'on appelle les consultations flash, c'est-à-dire que voilà, on a une personne qui se dit, qui est convaincue, qui se dit ah bah oui, oui, là je voudrais arrêter de fumer et hop, on l'emmène un petit peu à part et elle a une consultation de quelques minutes avec notre infirmière tabacologue. Et ça marche quand même relativement bien. Les gens maintenant veulent de l'instantanéité. On se rend bien compte que prendre un rendez-vous pour dans 15 jours, bah, c'est déjà trop loin, trop long pour beaucoup.
tabac. Et puis ce sont des formations, hein, comme Karine l'a indiqué. Bah oui, il faut former. Alors effectivement, nous, on a un public au niveau de la pharmacie qui était quand même déjà plutôt bien formé, enfin je l'espère, sur la question de la tabaco, mais néanmoins l'approche qui est proposée dans les formations qu'on propose quasiment mensuellement, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les étudiants en santé, c'est aussi destiné à tous les personnels de la faculté, qu'ils soient professionnels de santé ou pas professionnels de santé. On a vraiment essayé de mettre en place avec Hauts-de-France Addiction une formation que chacun puisse comprendre et s'approprier. Donc voilà, donc ces formations ont quand même un grand succès. Et l'idée, c'est d'apprendre à aborder le fumeur, d'avoir les notions de base sur la dictologie et puis de pouvoir inviter, déclencher le déclic qui va faire que la personne va commencer éventuellement à réfléchir à un sevrage tabagique. Donc le campus sans tabac, bah, c'est aussi, et je dirais presque surtout, hein, le tabagisme passif, hein, en tout cas de mon point de vue, parce que maintenant que en pharmacie, on n'a quasi plus d'exposition au tabagisme passif, on voit, ça a changé l'image vraiment de la faculté et le ressenti des personnels et des étudiants quand ils viennent et qu'ils respirent. En plus, on a la chance d'avoir un joli parc, donc on en profite. Alors comment on dénormalise? Bah, en fait, au départ, quand on est arrivé, on avait une quinzaine, une vingtaine d'énormes cendriers béton de 500 kilos, tous rassemblés comme partout, hein, au niveau des entrées, sous les fenêtres. Donc la première chose, ça a été de diminuer le nombre et ensuite, ça a été de les retirer complètement pour réinstaller des cendriers un peu moins visibles, mais surtout à l'écart des entrées et des fenêtres. Et puis progressivement, le nombre diminue. On a installé un abri fumeur. Donc ça, c'est assez récent, hein. Et Karine disait, au fur et à mesure des questionnaires, on fait évoluer le projet. Bah oui, parce que cet abri fumeur, finalement, au début, il n'était pas envisagé chez nous. Enfin, en tout cas, on n'avait plus cette idée-là. Et puis finalement, bah, pour faciliter le respect et l'adhésion des personnels et des étudiants au projet, bah, voilà, on fait des compromis. Donc là, on a un abri fumeur qui est assez peu visible finalement, mais suffisamment pour que les gens s'y rendent. Et puis, quand on ne sera plus en situation Vigipirate renforcée, cet abri fumeur va passer derrière le bâtiment principal. Et là, le tabac, au moins enfin, sera quasiment plus visible sur la fac, hein. Avec des mesures institutionnelles et notamment maintenant, à chaque fois qu'on a un événement organisé au niveau de la fac et au niveau de l'ensemble de l'UFR3S, les gens s'engagent à avoir pris connaissance de la mise en place du campus sans tabac et à faire respecter la consommation de tabac exclusivement dans les espaces dédiés et en tout cas à distance des entrées et sorties. Alors là, pour l'instant, on est resté très vague, hein, dans cette recommandation. Pourquoi? Bah, parce que autant en pharmacie, les zones sont bien établies, sont bien identifiées. On a vraiment des plans. C'est pas encore fait dans tous les départements. Donc, on est resté très généraliste dans la façon de communiquer. C'est aussi l'accompagnement et la mise en place d'un environnement promoteur de santé dans sa globalité. Et on a de la chance, je vous disais, d'avoir un magnifique parc au sein de la faculté de pharmacie. Et on a mis en place avec nos collègues d'autres disciplines, donc la botanique, la pharmacognosie, un parcours de marche qui dure à peu près 6-8 minutes. C'est le temps moyen de consommation d'une cigarette. Et l'idée, c'est de proposer une alternative à la consommation de tabac et donc, voilà, ça a permis aussi de mettre en valeur certaines originalités de notre parc ou certaines espèces remarquables, là, comme cette ophrys abeille, cette orchidée sauvage, donc voilà, qui est bien identifiée avec des explications. Donc, finalement, ça crée aussi une émulation collective au niveau de la fac, puisque chacun est content de participer à ce projet. Alors, est-ce qu'on arrivera, j'en doute de plus en plus, à mettre en place un parcours de marche entre les différents départements? Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué puisque ça fait aussi intervenir la mairie, etc. Mais bon, on continue à réfléchir. Dans l'idée de proposer des alternatives et d'améliorer le bien-être, limiter le stress et puis on va le dire de façon assez brute, choper les fumeurs quand ils veulent se rendre sur le perron de la fac, c'est leur proposer de mettre 2 ou 3 pièces de pulse, de faire quelques origamis
Et donc, voilà, on a mis en place, là maintenant, ça fait, je pense, 2 ans, des ateliers d'activité manuelle tous les jeudis de 12h30 à 13h30. Il n'y a pas d'inscription, les gens viennent. Et voilà, c'est finalement un lieu de rencontre. Alors, on n'est pas toujours aussi nombreux, mais voilà, ça marche bien. On a des occasionnels, on a beaucoup de non-fumeurs. Mais ça nous a permis aussi de repérer des étudiants qui finalement étaient assez isolés et qui ont fini par au moins participer de temps en temps et créer un peu de lien dans la fac. Et là, récemment, on en est assez content. On a mis à profit nos petites mains Campus sans tabac pour fabriquer des mascottes pour une association qui fait de la promotion du don d'organes, notamment de l'aide aux enfants greffés. Et donc, on a fabriqué 170 mascottes qu'on a cachées dans la fac à l'occasion du lancement du campus sans tabac. Des actions environnementales, hein, on est parti de là. Ça, c'était au tout début. On ramasse effectivement les mégots sur le site. Au départ, c'était mensuellement. Là, on espace quand même les ramassages. On en a quand même de moins en moins, mais je vais être tout à fait honnête, hein, plus de 3 ans après le démarrage, on retrouve encore des mégots dans les bacs à fleurs. Voilà, je pense que c'est une problématique nationale. Donc les mégots, on les compte. Et donc là, on en a compté quand même 73 600 depuis le début du projet, dont 15 100 ramassés par terre. Donc on peut essayer de calculer combien d'eau contaminée on a épargné si on le souhaite. Donc, c'est aussi des actions de communication avec bon, la mise en place de collaboration, communication scientifique. On a eu un premier article sur bah, l'installation. Donc, c'est dans un journal vraiment dédié aux pharmaciens. Et puis, on est en train de travailler sur les questionnaires, justement. Là, au niveau de la connaissance de la mise en place de l'engagement dans une démarche de campus sans tabac, hein, le dernier questionnaire donc, qui correspond au troisième questionnaire de pharmacie montrait que 86,4% des étudiants et des personnels avaient connaissance de la mise en place du campus sans tabac. Alors, j'étais un peu vexée parce que 86,4%, ça me semblait pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on fait. Et en fait, on a regardé plus précisément les 14% qui n'étaient pas au courant, c'était des gens qui venaient d'arriver alors que le questionnaire était au mois de septembre. Et il y a une promo, parce qu'on a fait des communications au niveau de toutes les pré-rentrées. Et il y a une promo qui, je pense, n'a pas eu l'information parce que les 9 étudiants de la promo ne connaissaient pas. Donc voilà. Donc ça m'a quand même rassurée. Et hors pharmacie, donc dans les autres départements que pharmacie, on se rend compte quand même qu'à T0, il y a déjà 53%, avant même qu'on commence, qui sont au courant que l'UFR3S s'engage dans une démarche campus sans tabac. Ça veut dire très certainement que le fait d'avoir communiqué beaucoup sur la pharmacie, ça a commencé à diffuser au niveau des autres départements, donc ils sont prêts, je pense, à nous accueillir. Et d'ailleurs, sur l'accueil, hein, donc chez les étudiants comme chez les personnels, on a à peu près les mêmes chiffres que ce qui avait été présenté par Karine, avec énormément de personnel et étudiants qui sont favorables, hein. On a regroupé tous les favorables en globalement défavorables parce qu'on avait du assez défavorables et totalement défavorables. Ils étaient tellement peu nombreux qu'on les a rassemblés. Mais en gros, voilà, alors, le problème, c'est que je n'ai pas je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas bien les chiffres, mais on est à 94% de favorables chez les personnels et puis 96% chez les étudiants. Donc hors UFR, hors pharmacie. Et alors, sur la pharmacie, moi, j'étais assez surprise parce qu'on est parti de 96% de favorables et je ne pensais pas qu'on pourrait augmenter. Eh bien si, parce qu'à T2, on est passé à presque 98% de favorables et vu le nombre de répondants, c'est statistiquement significatif. Donc ça veut dire qu'on a encore réussi à progresser, enfin, voilà, ce qui était une bonne surprise de notre questionnaire à T2. Alors on a besoin des étudiants, hein. Un campus sans les étudiants, ça n'existe pas. Et on a eu de la chance vraiment d'avoir une équipe
dès le départ, qui a été super sympa, super soudée, qui a mis en place toute seule des stands d'encouragement, des jeux concours, des choses qui coûtent pas grand-chose, hein, voire rien du tout. Mais les étudiants ont été au top. Ils ont mis en place des escape games tabac, donc les escape games de la Ligue contre le cancer. Et donc, tous nos étudiants ambassadeurs maintenant sont formés à ces escape games. Et nous formons également les bénévoles de la Ligue à leur propre escape game. Donc, c'est vraiment super. On les a aidés à obtenir des financements de matériel sportif et de loisirs, qui se sont engagés à prêter également au personnel. Donc l'idée, c'est encore la promotion d'une activité physique. Et puis, les étudiants, ils veulent s'investir d'un point de vue, enfin voilà, être ambassadeur, mais on a aussi des étudiants qui veulent en faire des sujets de recherche, enfin, qui s'intéressent vraiment à la thématique. Donc, on a eu une étudiante en Master 1 Data Science en santé, on a eu deux étudiants de STOPS, on a eu un stage de médecine d'initiation à la recherche, et actuellement, on a trois thèses de doctorat d'État en pharmacie en cours. Le premier sur l'acceptabilité d'un campus sans tabac. Alors, c'est en faculté de pharmacie, hein, c'est sur nos premiers résultats du T0 en pharmacie, sur l'évolution des consommations dans le cadre de la mise en place des campus sans tabac. Donc, pareil, c'est toujours sur là, c'est sur l'évolution de la consommation au niveau de la faculté de pharmacie, parce qu'on a aussi interrogé sur tout ce qui pouvait se consommer en même temps que le tabac, donc cannabis, enfin, etc. Et puis l'interview des doyens de pharmacie, qui est une troisième thèse qui est bien sûr en collaboration avec le HESP et Karine Galopel-Morvan qui nous a prêté toute sa méthodologie. On a mis en place une chaîne YouTube. Donc, Karine, si tu veux récupérer des vidéos, on vient d'en mettre deux nouvelles. Voilà le lien pour accéder. Donc là, il y a quatre vidéos maintenant. C'est ça, oui. Et puis, l'équipe actuelle s'est étoffée parce qu'on commence à être assez nombreux finalement, hein. Entre les coordinateurs de département et les membres des différents comités de pilotage, ça commence à faire un petit peu de monde à manager. Et puis, on a recruté beaucoup, hein. On a recruté, on est presque à une vingtaine d'étudiants ambassadeurs. Alors, ces étudiants ambassadeurs, on ne peut pas les lâcher dans la nature. Les étudiants de pharma, on les avait sous les yeux tout le temps. Là, les étudiants des autres départements, c'est plus compliqué. Donc, on fait des séances de formation à minima à la question du tabac, la formation à l'utilisation des CO-testeurs, la formation à l'escape game, la formation à la tenue des stands, l'utilisation du langage. Hein, parce que c'est vrai que voilà, il y a eu quelques couacs, hein, je ne veux pas mentir. On a vu nos étudiants ambassadeurs avec plein de bonne volonté nous mettre du tabac et puis les risques associés. Enfin, voilà, il faut les accompagner là, pour apprendre aussi. Donc voilà, ils sont très contents parce qu'ils ressortiront avec une bonne expérience professionnelle. Ils pourront aussi diffuser sur leur lieu de travail plus tard tout ce qu'ils auront appris dans le cadre de cette activité. Et puis il y a un mois seulement finalement fait le lancement officiel du campus sans tabac avec notamment la signature d'une charte qui va être affichée dans tous les halls des cinq départements. Donc ce lancement, il a eu un grand succès. Et puis, je spoil un peu, mais le président de l'université qui était bien évidemment présent, en présence de l'ARS, de tous les vice-doyens de département, nous a dit que ça y est, on allait étendre au niveau de l'ensemble de l'université de Lille. Donc, Karine, je vais revenir vers toi parce qu'on a du travail, je pense, et pas mal de sujets de recherche aussi, je pense, sur un aussi gros campus, parce que là, on est sur 80 000 étudiants avec des secteurs d'activité vraiment très variés. Donc, je pense que on a un magnifique terrain de jeu. Voilà, donc la charte en question aux couleurs de l'UFR. Et puis, bien sûr, alors le financement, il est intégralement octroyé par l'ARS des Hauts-de-France, hein, que je remercie encore pour son accompagnement puis sa confiance, parce que, encore une fois, je disais, les lignes, elles bougent.
parce que le projet il est évolutif et nous, à chaque fois qu'on a demandé à bouger une ligne budgétaire, l'ARS nous a suivis. On s'est justifié, hein, on fait pas n'importe quoi, mais on nous fait confiance. Et puis, encore une fois, merci aussi à la mission d'appui aux transaddictions parce que on gagne quand même beaucoup de temps en termes de conseils, ne serait-ce que la rédaction du projet. On a pas mal de partenaires, hein. On a les conseils régionaux des ordres des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes. Maintenant, pour le CHU, on a le service d'addictologie, le centre antipoison, l'unité de tabacologie. On a également pour l'université les services de santé au travail et le service universitaire de santé étudiante. Et puis la Ligue contre le cancer et l'association La Grande Échelle. Pour le don d'organes. Donc voilà, on est hyper content, on est fatigué. Ça demande de l'énergie, il faut le savoir quand même au départ parce que voilà, des fois on a des jolis diapos, mais derrière on pagaie quand même beaucoup, hein. Les mégots, on les ramasse à la main, la veille du lancement, on ramasse. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Je sais pas si il y a des questions sur notre présentation qu'on a faite pour la mission d'appui sur donc spécifiquement l'appel à projet ou alors plus général sur les campus en lien avec la présentation de Karine ou de Anne. Non, il n'y a pas de questions. Bon bah je vous remercie, hein, pour votre présentation, pour votre temps. La midinale sera en replay sur notre site internet